Hapa ni kwenye hospitali ya Masisi ambapo M23 inaonekana, mnaona majeshi yake kabisa. Jinsi kwenye social media walikuwa waambia kama hao walikamata hapa, walishatoka, walishafanya nini. Hii viongozi hapa kwenye sijue jinsi walafai. Hapa ni kwenye mahospitali ambapo wakaaji walikuwa walikimbilia. Sasa tunakuja wasalimia kusudi tuwapoleze, wakwe na pole kwa vita ambao walikutana nayo. Naona wazalendo wale ambao si wazalendo wanajiita jina ambao si jina lao. Hawa ni wakaaji ambao wanatusaidia kwenye vitu vyovyote ambavyo tunafanya hapa. Lakini hao walifika hapa wakawaambia watoke ndani wawaue, walikuwa waletea gari ambao wataweka ndani maiti. Huyu ni munganga ambaye tunakutana mahali hapa, ambaye naye iko pamoja na hawa kimbizi walikimbilia katika hospitali. Hawa hawana shida na watu. Sisi tunapenda wakaaji, tunapenda pia na uongozi bora kusudi kila mkaaji naye kabisa aweke salama. Kina nguvu sana chama chetu M23 oye. Aha, M23 oye. Hera di. Hao ni majeshi kamili ambao ni wa AFC M23 ambao wanashimama imara kabisa sana. Naona jinsi kanali jinsi anashimama kabisa sana. Anashindia Tshisekedi ambaye anavimbisha machafu katika ofisi ya hapa ni kwenye hospitali ya Masisi ambapo tunaingia. Msikwe na oga. Jambo. Ni salama. M23 oye. Mgomboe nchi yenu, mjigomboze. M23 oye. Jambo dada. Urakombeye choni. Leo tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025, hawa ni majeshi wa chama cha AFC M23. Tuko ku teritwari ya Masisi. Hapa ni ku biro za teritwari ya Masisi. Leo tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025. Hii ni ofisi ya administrateur. Jana wa FDLR walijipenyeza wakafika hapa, wakaanza kuharibu na kubomoa maofisi za teritwari, wakaiba raia, wakaua raia, wengine wakawabeba kwenye mapori kule. Lakini hivi tulishafika hapa, raia tunaanza warudisha. Hapa ni wanajeshi wa chama cha AFC M23. Wako vizuri, wako tayari, walishakomboa raia na raia wanafurahia. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous concernent. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, la question sur le processus de Luanda, son avenir et si nous avons encore espoir. Je voudrais souligner une chose. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais. Et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda. Pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment, Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. La deuxième question par rapport
au général Mouzi est nécessaire. Il n'est pas suffisant de dire que le gouvernement ougandais communique uniquement à travers son ministère des Affaires étrangères et sa présidence. La réalité, comme vous l'avez dit, est justement qu'il y a des individus qui se permettent de faire des commentaires et de faire des déclarations qui sont complètement décontextualisées, qui portent préjudice aux efforts et à la stabilité sensible de la région. Et nous ne pouvons pas accepter des réponses bureaucratiques de nos partenaires ougandais qui nous disent que cette personne n'engage personne d'autre à part lui-même. Et donc, nos partenaires ougandais sont très informés sur le fait que nous attendons des clarifications et que ce soit des clarifications aussi publiques. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous ne sommes pas seuls, si vous voulez, en tant que pays qui font face justement à cette logorée de déclarations assez erratiques et inconsidérées. Il y en a eu plusieurs à l'égard du Soudan, du Sud-Soudan et d'autres pays de la sous-région. Je pense que nos amis ougandais ont suffisamment de matière pour se pencher sur cette question et pour trouver une solution et la communiquer de manière crédible envers tous les partenaires qui ont raison d'être préoccupés par cette forme assez particulière de communication. Voilà, merci. On va prendre les questions de Dadi Songozo. Bon, le président rwandais a peur de Luanda, sûrement parce qu'il ne veut pas que ce soit le cimetière de son enfant chéri, les mouvements terroristes M23. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé de pays qui ont dénoncé la reprise des hostilités dans la partie est du pays. Il y a la France aussi qui a donné de la voix. La question que nous aimerions poser, qui a, disons, qui a violé le cessez-le-feu, quand aujourd'hui on parle des hostilités? Et ce sont les FARDC ou le Rwanda? À qui destinez-vous votre question, s'il vous plaît? Au général Sylvain Ekenge, qui a violé le cessez-le-feu. Et qu'en dit l'Angola, qui joue la médiation? Notre question, la deuxième, s'adresse au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il y a eu une réunion du Conseil supérieur de la défense et les médias ont été, je ne parlerai pas de criblés, parce qu'il y a une responsabilité des journalistes dans ce qui se passe, selon ce que vous nous avez dit ce matin. Quelles sont les dispositions prises pour permettre aux journalistes de pouvoir travailler professionnellement, c'est-à-dire avoir les informations de part et d'autre sans se tirer des ennuis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci. Mon général, Madame la ministre d'État, je pense que sur la première question destinée au général, sur la violation du cessez-le-feu, vous pourrez le compléter en ce qui concerne le mécanisme de suivi, justement, qui se charge de superviser tout ça. Allez-y, mon général. Oui, merci, mon ami. Je ne suis ni politique, ni diplomate, et je ne suis que militaire. Mais la première réponse que je dois vous donner, c'est que vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous, tel que vous êtes là. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu. Vous êtes sur le front médiatique, obligatoirement. Vous connaissez qui a violé le cessez-le-feu, et c'est exactement les Rwandais. Madame la ministre d'État vient de nous le dire ici, que la RDC a toujours respecté ses engagements. Et ce n'est pas la première fois qu'on a connu le cessez-le-feu. La RDC a toujours respecté sa parole et ses engagements, mais c'est les Rwandais, et surtout Paul Kagame, qui ne respectent rien, qui ne suit que ses instincts. Et ce sont les Rwandais qui ont violé le cessez-le-feu, qui ont commencé à nous attaquer. Et nous, on ne peut pas croiser les bras, nous avons réagi et nous le faisons de la même manière. Et d'ailleurs, quand je répondais à la première question, j'espère que vous avez vu cette image dans les réseaux sociaux.
un colonel rwandais, le lieutenant-colonel Nzitonda, qui s'est pendu. Il s'est pendu, et avant de se pendre, il a laissé ce message, qui est un testament. Et mon secrétaire particulier qui parle correctement anglais l'a traduit. Et ce message dit ceci, testament du lieutenant-colonel rwandais Jacques Nzitonda. Je m'appelle lieutenant-colonel Jacques Nzitonda. J'ai décidé de mettre fin à ma vie à cause du traitement du leader de mon armée. Qui est le leader de son armée? C'est Paul Kagame. Je n'avais pas prêté serment pour venir mourir au Congo, plutôt de servir mon pays, non pas d'être envoyé au Congo. Nous sommes en train de voir comment nos militaires rwandais sont en train de mourir sans raison. Désolé ma famille pour toute chose. Je sais que vous aurez mal, mais je n'ai pas de choix que de partir. Il a écrit de partir, mais entre guillemets, entre parenthèses, mourir. Parce que si je rentre au Rwanda, je serai tué. Nous allons nous rencontrer à la prochaine étape. Nous nous sommes entrés dans l'armée pour combattre, non pas pour combattre les Congolais, mais plutôt pour défendre notre pays partout où il y a trouble. Ça, c'est son testament. Et c'est pour vous dire que nous, dans notre pays, nous avons la culture de respecter la parole donnée et de respecter les engagements. Mais les Rwandais, et surtout pour Kagame, je l'ai dit une fois, pour manger avec lui, il faut avoir une longue fourchette, plutôt une fourche. Voilà, mon général, Madame la ministre d'État, il y a un mécanisme de vérification justement sur ces cessez-le-feu, violés, pas violés, par qui? Où est-ce que nous en sommes justement dans la mise en œuvre de ces mécanismes? Merci beaucoup et merci pour la question sur le cessez-le-feu. Je vais aussi revenir sur le communiqué de presse de la facilitation angolaise. Mais en effet, commençons avec le mécanisme qui a été mis en place le 5 novembre pour justement suivre la mise en œuvre du cessez-le-feu et des autres décisions prises dans le cadre du processus de Luanda. Donc le mécanisme ad hoc de vérification de vérification renforcée a été mis en place le 5 novembre à Goma. Vous vous souviendrez que le ministre des Affaires étrangères rwandais est venu en grande pompe et ce mécanisme devait être équipé par les 3 pays concernés, à savoir la République démocratique du Congo, l'Angola et le Rwanda. Le 5 novembre, les experts de tous ces pays étaient présents, sauf que le même jour, les experts rwandais ont rebroussé chemin pour ne plus revenir. Donc ce mécanisme qui a pour mandat justement d'établir la vérité en cas de violation du cessez-le-feu n'est pas opérationnel parce que le Rwanda n'y participe pas, malgré une parole donnée, malgré une cérémonie à laquelle son ministre des Affaires étrangères a participé. Et donc, quand on regarde en rétrospective, cela fait donc maintenant plus de 65 jours que ce mécanisme est supposé être opérationnel et que les Rwandais sont encore apparemment en train de chercher le chemin pour revenir à Goma. C'est ce que leur représentant permanent nous a indiqué quand nous étions à New York, que les experts étaient en route. Très bien, ils cherchent encore le chemin vers Goma. La question du communiqué de presse de la facilitation sur la violation du cessez-le-feu, et je pense qu'elle clarifie aussi la situation, en tout cas telle que perçue par la facilitation récente lors des affrontements et la recrudescence de violence dans le territoire de Massissi. Je l'ai ici devant moi en portugais, mais je vais quand même essayer de le résumer rapidement. Le gouvernement de la République d'Angola regrette de forme la plus énergétique la reprise ou la prise du territoire de Massissi, province du Nord Kivu, par le mouvement du M23,
qui a eu lieu le 4 janvier 2025. Donc c'est clairement attribué au M23. Cette action irresponsable compromet gravement les efforts de pacification du conflit qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo et représente une violation flagrante du cessez-le-feu entré en vigueur le 4 août 2024. Dans ce contexte, et je pense que c'est ce paragraphe qui est le plus intéressant pour nous, le gouvernement de la République d'Angola manifeste sa profonde préoccupation face à l'escalade du conflit et de la conquête illégale de territoires dans la République démocratique du Congo, qui constituent également des violations de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de sa souveraineté, telles que stipulées dans l'acte constitutif de l'Union africaine et de la Charte des Nations unies. Je pense que c'est un message très clair qui montre aussi, comme nous l'avons toujours dit et comme cela a toujours été notre message dans notre plaidoyer, le Rwanda est en train de violer tous les actes constitutifs, tous les actes sacrés, si vous voulez, de la communauté internationale dont nous faisons tous partie. Et ça montre que le Rwanda ne fait pas partie des États qui respectent leurs engagements. Il viole l'intégrité territoriale, il viole la Charte des Nations Unies, il viole l'acte constitutif de l'Union africaine. Et maintenant, tout le monde doit faire face à cette réalité. Cet État qui a été chouchouté par les uns et les autres pendant des décennies est en fait un État voyou qui n'a aucun respect pour le droit international et pour les peuples avec lesquels il est supposé cohabiter de manière pacifique. Et qui fait preuve du mépris vis-à-vis du médiateur désigné par l'Union africaine pour la résolution de la crise. Alors, vous savez, Monsieur Dadi Songozo, nous, en République démocratique du Congo, derrière le président Tshisekedi, lorsqu'on parle de questions de droits de l'homme, des questions de liberté de la presse, nous le faisons par conviction. Si vous lisez l'article 123 de la nouvelle loi sur la presse, vous allez lire là-dedans qu'il est interdit, entre autres, de propager des éléments qui peuvent troubler l'ordre public. Ce n'est pas nous qui allons vous apprendre comment faire votre travail que vous faites déjà. Ici, nous, on n'est pas extrémistes, hein, un peu comme on a vu l'exemple européen où les médias russes ont été bannis sur le continent. C'est des choses que nous connaissons, c'est des choses que nous vivons. Et donc, nous, on n'est pas dans un contexte comme celui-là. Et pour les cas de Al Jazeera, c'est parce que nous avons des faits qui démontrent, et personne ne va nous contredire, sur le fait que ce qu'ils ont fait l'apologie du terrorisme. Mais pour le reste, il y a besoin pour vous de tenir compte du contexte de crise dans lequel vous évoluez pour que votre média ne puisse pas être catégorisé. Vous savez qu'en politique, la perception compte pour beaucoup. On ne va pas refaire les débats ici. Mais il faut considérer que nous avons toujours été accessibles au moins une fois par semaine. Nous avons un exercice de rédévabilité au cours duquel nous répondons de manière claire et franche à vos questions. Sur ce qui concerne les questions opérationnelles, vous comprendrez avec moi que c'est des questions qui ne peuvent pas être traitées au rythme des médias. C'est des questions qui engagent des vies humaines. C'est des questions pour lesquelles, avant de nous exprimer, il y a un minimum de précautions qu'il faut prendre, encore que nous nous soumettons à cet exercice de manière régulière. Et donc, il faut considérer que si vous ne tenez pas compte du contexte, vous allez vous exposer. Non pas seulement vis-à-vis de nous, mais regardez ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux lorsque les Congolais s'expriment à propos de la presse internationale. Si nous devions suivre ce qui est dit par des Congolais sur les réseaux sociaux, on n'aurait même pas eu le temps de discuter, on aurait décidé souverainement de fermer certains médias. Mais nous ne sommes pas là. Et ici, il faut tenir compte du contexte des crises dans lesquelles nous sommes, qui vous impose, vous aussi, à votre niveau, en fonction des responsabilités qui sont les vôtres, de tenir compte de cela. C'est tout à fait clair.